Bonjour Cam. Allô Carl. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Bienvenue à la vie sociale. Merci d'être là encore une fois. Merci à vous d'être là à l'écoute comme toujours chaque semaine. Et là aujourd'hui, 17 mai, c'est une journée qui est très très spéciale. C'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée qui existe aujourd'hui depuis 20 ans et ça a été créé par la Fondation Émergence qui est un organisme de Montréal. Il y a quelques personnes qui savent pas encore que la Fondation Émergence est ici à Montréal. Je trouve ça important de le rappeler. Et évidemment, cette journée-là, pourquoi elle est importante? Je me fais poser souvent la question. Ben voyons donc, c'est pas difficile d'être gay en 2023, il y en a plus de problème. Ben non, il y a encore des gens qui meurent aujourd'hui à cause de leur orientation sexuelle partout dans le monde. Voilà l'importance de cette journée-là. Et cette journée-là, la Fondation Émergence l'a créée pour justement sensibiliser la population sur les impacts de l'intimidation, de l'homophobie, de la transphobie, je dirais même la biphobie au sein de la population et aussi pour encourager les instances gouvernementales à prendre action pour reconnaître les droits des communautés LGBTQ+. Et là, cette année, la campagne de la Fondation Émergence est centrée sur les LGBTQ-phobies et les peurs irrationnelles. Alors, on vous en présente 6 dans la campagne cette année et on va les déstigmatiser. On va en parler tous ensemble parce que ça fait du bien. Et pour vous rappeler qu'évidemment, les communautés LGBTQ+ ont toujours existé et nous ne présentons aucun danger. Alors, je te parle aujourd'hui, je te parle aujourd'hui, Camille, de la sérophobie et de la sidaphobie. Oui, ça existe. Et ce que c'est, en fait, c'est du mépris, du dégoût, de la peur des personnes séropositives ou qui peuvent être perçues comme telles. Et ça peut se manifester, évidemment, de diverses façons, que ce soit par la violence, l'intimidation et tout le tralala. Harcèlement, invalidation, c'est pas le fun. Donc, la sérophobie, même si elle n'est pas directement une LGBTQ-phobie, elle vise principalement les personnes des communautés LGBTQ+, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Et 1 personne sur 5 au Canada vivant avec le VIH va refuser les services de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination. C'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. Alors voilà pourquoi cette campagne est importante et je remercie énormément la Fondation Émergence pour sa confiance encore une fois cette année et je vous invite à aller voir sur mon Instagram pour plus d'informations. Il y a une série de photos, de visuels où on explique davantage cette phobie-là et où on parle de l'importance de cette journée. Et plus que jamais, on a besoin de nos alliés. Et merci Camille d'être une aussi bonne alliée. Je l'apprécie beaucoup. À tous les jours, j'essaie d'être meilleure. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que notre invité qui est là, on vous la présente après, dans quelques instants, est vraiment très cool et on va avoir une belle discussion avec elle. Oui. Et aujourd'hui, dans un tout autre ordre d'idées, l'épisode est présenté par la Natura Casa, l'endroit par excellence pour les soins de la peau. Et moi, je voulais vous parler de ce qui différencie la Natura Casa de peut-être d'autres salons que vous connaissez. C'est vraiment les petits détails. Puis moi, là, quand je vais me faire des soins de beauté, c'est tout dans les petits détails. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai pour en avoir expérimenté plusieurs. Ce que j'aime à la Natura Casa, c'est vraiment premièrement de la musique relaxante, de la vraie musique relaxante, la table chauffante aussi, ça fait tellement du bien quand tu te fais faire un soin de te sentir au chaud, t'es comme vraiment dans un petit cocon. La lumière tamisée, elle a même un espèce de petit truc qui fait des lumières un peu spatiales. Je l'ai acheté chez moi aussi parce que je trouvais ça vraiment cool, je me sentais vraiment comme dans un autre univers. Pendant aussi qu'on a un masque, souvent tu sais on fait rien pendant qu'on a un masque. Eux, ils vont vraiment faire des massages, tous les bras, les mains. Je peux confirmer, j'en ai déjà eu un à la Natura Casa. Même les cheveux, tu peux même demander de faire un massage de cheveux de tête. Donc, les gens adorent. Ouais, le monde aime vraiment ça. Les petites débarbouillettes d'eau chaude, des produits naturels, les odeurs douces et fraîches. Et honnêtement, juste à y penser, je suis comme, OK, il faut que je me book un facial. Là. Et je rajouterais aussi la merch de Natura Casa qui est très, très cool. Oui, c'est vrai. Ton chum ne porte que ça. C'est vrai. Disponible en ligne et en magasin. Ouais, puis vous avez beaux t-shirts, des crewnecks, plein d'affaires. Si jamais ça vous intéresse, le code La Vie Sociale vous offre 15%. Mais je te souhaite un bel épisode, Camille, et c'est un épisode qui est très important aujourd'hui, qui me touche vraiment. Ça me touche beaucoup, cet épisode-là. Donc, voilà. Merci d'être à l'écoute. Merci. Je dois dire que tu es sublime en orange aujourd'hui. Je trouve ça beau. Tu rayonnes vraiment. Rare, je porte de la couleur, mais... Et notre invitée aujourd'hui est sublime également. Elle s'appelle Trana Wintour. Salut! J'ai remarqué déjà Janet Jackson et je peux dire que
Je l'aime tellement. Deux Moi icônes. aussi, je l'adore. Oh mon Dieu. C'est vrai, deux icônes. Une icône qui porte une icône. Ah, je ne sais pas si je peux être d'accord avec ça, mais je vais le prendre quand même. Mais tu es quand même iconique. Je peux pas, j'apprécie énormément le compliment. Prends-le. Merci. Et je le prends justement, Oui. mais je peux pas m'appeler Mais non, moi-même c'est ça. iconique ou Je une comprends. icône. C'est trop. Je suis pas encore rendu là. Donnez-moi un autre quelques années. C'est correct. Mais On te c'est donne de les l'humilité, ça. Oui, c'est de l'humilité, ça fait du bien. Là, j'ai une description de ce que tu fais ici, mais je suis pas mal sûre que les gens qui nous regardent savent qui tu es, parce que tu as plein de métiers. Tu es humoriste, tu es animatrice, tu es chanteuse, tu es star de télé-réalité aussi. Oui. Et je pense que dans ta description Instagram, tu as écrit comme D-star ou... D-list. OK, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, il y a une humoriste américaine qui s'appelle Kathy Griffin. Oui. OK. Et elle avait une émission, je pense que c'était vers 2007-2008, un OK. télé-réalité OK. qui s'appelait My Life on the D-List. OK. Et c'était un télé-réalité style documentaire qui suivit Kathy dans sa vie de tous les jours. Et elle est quand même une humoriste établie. Oui. Mais elle dit elle-même qu'elle est sur le D-List, qui veut dire qu'elle est comme une célébrité, mais comme pas celui C'est pas une A, qui vit, ni- ouais, exact, qui vit la grande vie de star. OK. Et le show lui suit vraiment dans toutes ses humiliations et Ah. comme elle a comme un catchphrase comme à chaque fois qu'elle vit comme un moment comme honteux ou comme elle dit toujours que ça n'arrivera jamais à Nicole Kidman. Et J'aime tellement et Cathy. j'adore cette je ne sais pas comment le dire, but that like self-awareness. Oui. Et c'est quelque chose que j'applique à moi-même parce que oui, à cause de Big Brother célébrité, j'ai justement eu une visibilité que Ouais. j'avais pas eu avant. Mais je me vois quand même toujours sur le D-list. La D-list, c'est vrai. Oui, comme pour moi, comme pour aller à mes shows, je prends toujours le métro. Ok. C'est comme après un show, tout le monde part de la salle et je suis comme sur le bus avec eux. C'est comme ma vie est très D-list quand même. Mais c'est bon d'être comme ça. Est-ce que des fois, il est arrivé... Non, moi je veux un chauffeur Ah, qui OK, m'attend. c'est c'est une ça. A. Tu veux- Mais oui, moi je veux Tu veux être une A comme Janet, mais c'est c'est ça. ça. Ça va venir. Mais en fait, tu pourrais être une A. Ben, j'avoue. I mean, pour l'instant, je own ma vie sur le D-list. J'ai vraiment, love it. comme évidemment, il y a une partie de ça que j'adore. Et comme, j'adore aussi prendre comme ma nouvelle célébrité pas au sérieux. C'est plus fun. You know, je moque un peu moi-même. Mhm. Puis justement, parlant de Big Brother célébrité, c'est arrivé rapidement dans ta vie, tout ça. Est-ce que tu as senti vraiment l'effet Big Brother quand t'es sorti, genre les gens te reconnaissent plus, là, Oui. tu dois dealer avec ça, ta vie a changé? Ma vie a changé dans un certain sens. Il y a une grande partie de ma vie qui est vraiment pareil. OK. Mais j'ai un mémoire très clair quand j'étais évincée de Oui. Big Brother. Nous, on va en cachette pour 3 jours à l'hôtel parce qu'il y a comme un délai de 3 jours entre le tournage et la diffusion. Mais comme moi, j'étais à la dernière semaine, il fallait que je retourne à la maison pendant mes 3 jours de cachette pour tourner un round table avec le jury. OK. Alors, on est comme allé au garage de l'hôtel, allé dans la voiture. Dès qu'on sort, il y a quelqu'un au coin qui me Non, reconnaît non. dans la voiture et comme est en train de comme Capoter. capoter. Elle était comme oh mon Dieu. Wow. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Wow. Et à ce moment-là, encore une fois, j'étais en cachette, j'étais pas encore retournée dans ma vie de Oui. tous les jours, mais à ma première sortie dans le vrai monde après Littéralement, 3 les premières mois. lumières, C'est là, ça. ouais. Ça s'est arrivé tout de suite et j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, moi, ça me rappelle un souvenir il y a presque 15 ans déjà, quand j'ai fait VJ Rechercher à Musique Plus, la première fois que j'ai fait de la télé. Je me rappelle aussi très clairement du premier moment où je me suis dit, oh, ça passait à la télé, cette affaire-là. Oui. J'étais dans le métro, puis il y a un monsieur qui me demandait un autographe. Oh my God. Et là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, genre, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais comme, mais voyons donc. Et c'est fou parce que je me rappelle de ce moment-là, clairement. Oui. Puis tu vas sûrement t'en rappeler toute ta vie aussi. Sûrement. C'est un beau moment. C'est juste Mais- parce que c'est beau. Oui, tu oui, sais. c'est beau, absolument. Et moi, je suis tellement fangirl de tellement d'artistes. Comme moi, on se ressemble Oui. là-dessus. Alors, je sais
ce que ça représente. You know, comme quand moi, j'ai l'opportunité, par exemple, de croiser ou rencontrer un de mes idoles ou quelqu'un que j'admire, comme pour moi, c'est toujours des moments marquants. Et c'est juste irréel que je sois un peu de l'autre côté, que j'ai maintenant... qu'il y a du monde qui me voit comme moi je vois mes artistes préférés. Comme c'est encore difficile pour moi de comme assumer ça. C'est trop irréel. Mais là justement on en parlait, là t'as chanté avec Mitsu. Oui. Puis ça, est-ce que c'était comme un moment justement un pinch me moment de comme faire oh mon Dieu ben là je suis au même niveau qu'elle. Là, mais 100% c'était un moment totalement irréel. C'était pas le show de Nouvelle An en direct de l'univers. Quand même, là. Tout le monde était là. C'était une nuit totalement fou. Et justement, de chanter « Dis-moi, dis-moi ». Ça n'a pas de bon sens. C'est iconique. Ça, c'est iconique. Oui. Ça, c'était... mais la meilleure chose de cette nuit-là, c'est parce que, encore une fois, moi, je conduis pas, mais Mitsu m'a donné un lift chez moi après le show. Impossible. Oui, ça, c'était le meilleur moment pour moi. Ça, c'est encore plus iconique. Oui, exact. Wow. Ça, c'est comme... Et ça, c'est drôle parce que ce moment-là, quand ça s'est passé à la télé, je te connais pas, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, mais... je tripais autant que... En fait, je tripais pour toi parce que je savais que tu tripais à ce point-là. Moi, je comprenais ce qui se passait, ce qui est en train de se passer pour toi et je trouvais ça incroyable, non seulement de voir ça à la télévision, mais aussi que tu puisses vivre ce moment-là. Et ça m'amène à une question que j'avais. Est-ce que tu comprends aujourd'hui l'impact que ta présence a eu à Big Brother Célébrité auprès du public qui est plus en région, tu sais? Puis je parle aussi par expérience parce qu'en animant Call TV, là, c'était vraiment en région. Puis moi, j'ai senti qu'en région, il y avait vraiment... On n'était pas habitué de voir des personnes queer autant out there, là, tu sais, qui s'assument, qui sont là, puis qui font une différence. Aussi. Et qui en parle ouvertement. Et toi, tu as vraiment pris cette avenue-là, tu en as parlé et tu étais vraiment tout le temps très honnête. Puis est-ce que tu as senti que ça a pu changer des vies, sauver des gens? Mais c'était pas mon intention, évidemment. Je vis pas ma vie en mission. Non. Je vis ma vie and, you know, but oui, sincèrement, j'ai eu des centaines de messages. Des personnes en région. Parfois, les débuts des messages, c'est un peu awkward parce que généralement, le type de message que j'ai reçu le plus souvent, c'était soit de la personne directe ou de comme une fille qui m'écrivait au sujet de son chum ou son père ou son frère pour me dire qu'il regardait Big Brother et qu'au début, il m'aimait pas, il était comme transphobe, mais à la fin, je suis devenue leur préférée et que leur vision des choses a totalement changé. Ça, c'est incroyable. Sincèrement, des centaines de messages comme ça. C'est tellement beau. Et ça m'a tellement étonnée, mais c'est le preuve à quel point la représentation dans les médias mainstream est hyper importante. Oui. Parce que malheureusement, on peut pas vraiment combattre la haine et la préjudice avec la logique. I mean, j'aimerais que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Mais c'est vraiment en se connaissant ou de prendre connaissance de l'autre que là, tout peut changer, sincèrement. Et je suis tellement contente que j'ai la preuve directe. Parce que c'était vraiment juste en apprendre à me connaître comme humain que ça a changé tellement d'avis et tellement de perspectives. Et sincèrement, j'ai peut-être eu 1 ou 2 messages comme méchants. Parmi les 1000 qui étaient comme hyper gentils, comme je mentionnais les types de messages que j'ai reçus, mais évidemment, également, j'ai aussi reçu beaucoup de messages de notre propre communauté qui me touchent énormément aussi. Mais j'ai toujours l'impression dans mon travail que I'm always preaching to the choir. You know, les gens qui viennent me voir en show, comme on est déjà sur le même wavelength, on partage les mêmes valeurs, mais d'avoir eu la chance d'aller chercher le monde qui peut-être au début en partageait pas les mêmes valeurs, mais que maintenant on les partage. C'est fou. Je pense que les gens aussi, c'est qu'ils ont jamais vu ça, ils ont jamais vécu ça. Mais des fois, ça peut être confrontant. Mais c'est ça le cercle vicieux parce que je pense que les personnes en pouvoir, you know, les exécutifs dans les chaînes de télé ou des diffuseurs, peu importe,
je pense que parfois, ils assument que le public va pas comprendre. Ouais. Alors, le public n'est pas prêt. C'est ça. Et moi, ça m'insulte. Alors, ils le montrent pas. Et justement, quand on n'a pas la chance de voir d'autres mondes ou d'autres réalités, on sait pas. On vit dans l'ignorance. Mais sincèrement, le public est tellement intelligent. Ben oui. Il faut juste donner la chance de la visibilité. C'est vraiment juste ça. Puis au-delà de ça, t'es une humaine aussi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant cette expérience-là? Parce que j'imagine que d'être avec toujours plein de gens 24/7, d'être filmé, c'est sûr qu'on doit en apprendre. Oui, puis en plus, j'ai lu que tu as dit que pour toi, là, l'expérience Big Brother, ça l'a posé de qu'est-ce que normalement, là, tu sais, d'être avec plein de gens puis d'être pogné. Mais oui, sur papier. Oui, c'est ça, tu sais. Sur papier, c'était mon plus grand cauchemar. C'est vrai. Et j'ai pas voulu le faire. Non, J'ai jamais voulu faire quelque chose comme ça. Mais justement, ça m'a été demandé et je savais que je pouvais pas dire non. C'était trop grand comme opportunité. Comme, quand j'étais approchée, ça faisait pour moi comme 8 ans de métier, mais 8 ans très underground. Et ça fait tellement longtemps que j'attends mon moment dans le mainstream et c'est comme ça s'est venu pas sur un silver platter parce que j'ai travaillé tous ces 8 ans-là pour avoir cette opportunité. Nothing happens overnight. Mais c'est pas nécessairement que j'ai appris de moi, mais je suis quelqu'un vraiment très self-protective, très protectrice de moi-même. À cause de comme mes traumas et les choses que j'ai vécues dans mon enfance et mon adolescence, j'ai battu plein de murs autour de moi. Mais l'expérience de Big Brother, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment comme détruit une portion de ces murs-là. Et j'ai sorti de l'aventure avec une ouverture que j'ai pas sentie depuis très longtemps. Peut-être même une ouverture que j'ai jamais sentie. Parce que ça m'a forcé justement de comme laisser le contrôle, laisser la protection. Parce que t'as plus le contrôle. J'ai plus le contrôle. Et il faut vraiment, pour avoir vraiment l'expérience totale, il faut accepter que t'as pas le contrôle. Et c'est très rare dans ma vie que j'ai comme abandonné le contrôle. Et puis en plus, j'imagine que faut que tu t'abandonnes complètement. Puis que tu surrender à l'univers, puis absolument. Faut que tu sois toi-même, puis que tu sois sûr de toi aussi, j'imagine. Exactement. T'as-tu eu un moment où que t'as comme eu un breakdown, puis t'étais comme, I can't do this anymore. Oui, je pense que tout le monde qui a resté longtemps a eu un moment comme ça. Mais pour moi, c'était même pas quelque chose de comme au niveau personnel. C'était juste que quand t'es là, le jeu devient vraiment comme ta vie parce que c'est la seule chose que tu as. Alors pour moi, c'était quand Lisanne a été invincée parce que moi et Lisanne, on était tellement proches. Et quand elle est partie, je pouvais pas imaginer le restant de l'aventure sans elle. C'est comme un deuil, quasiment. C'est comme un deuil, vraiment. Chaque personne, c'était vraiment un deuil. C'est ça qu'on voit souvent dans les téléréalités. Quand quelqu'un part, c'est comme, le monde pleure comme si c'était mort. Moi, quand ma meilleure amie est partie de Vie de recherche, j'ai pleuré pendant quasiment 3 heures après. Puis les gens peuvent pas comprendre, mais c'est un micro-monde. Là. C'est comme si il y a juste eux qui existent dans ta vie, puis c'est ça. Puis quand je me rappelle quand Fanny est partie, à Vie de rechercher, allô Fanny Poupard. Quand elle est partie, pour moi, là, c'était comme non, exact, là, je pourrais pas là. Puis donc, je pense qu'à ce moment aussi, c'était quand même très loin dans l'aventure. Et oui, c'était à ce moment-là aussi que j'étais comme ma vie me manque, mes proches me manquent. À ce moment-là, ça faisait déjà comme je ne sais pas. 8-7 semaines, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Quand tu as été choisie justement pour la Big Brother célébrité, est-ce que tu as ressenti une pression de représenter les femmes trans à la télévision ou tu es juste allée comme ça sans penser nécessairement à ça? Exact. Non, et je me vois jamais comme représentante de peu importe. Comme je trouve que c'est pas humain de mettre ça sur nos propres épaules ou sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Moi, ma plus grande préoccupation, c'était juste toutes mes peurs et mes insécurités. Comme je suis une femme trans non-binaire aussi, j'avais très peur parce que je pense que pour la plupart du monde, et c'est normal, et ça s'applique à moi-même aussi, on apprend vraiment à comprendre l'identité de gens uniquement sur un niveau visuel. Alors moi, j'avais comme très peur, comme je peux pas être comme ma plus belle self
tous les jours de la semaine, 24 sur 24, c'est impossible. Je peux pas pour n'importe qui, c'est pour impossible. n'importe qui. Regarde-nous en ce moment. C'est ça. Alors, ça, c'est comme un de mes plus grands peurs. C'est juste comme j'avais peur de comme être mal compris. Est-ce que mon identité sera comprise quand même malgré mon apparence? C'était énorme comme peur et comme ça, c'est la chose qui me préoccupait le plus. Ça, tu en as parlé d'ailleurs. C'est drôle que tu parles de ça parce que tu as déjà dit en entrevue que tu ne fites pas dans l'idéal féminin et pas dans l'idéal trans non plus. Évidemment, il n'y a pas une seule façon d'être trans, comme il n'y a pas une seule façon d'être gay ou absolument. Mais, aussi. Mais j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi ça, cette citation-là. C'est quoi fitter dans les standards d'une femme trans, tu sais? Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'important, comme j'ai pas le désir de fit in. C'est juste que, évidemment, la vie est plus simple quand le monde est en mesure de te regarder et te comprendre tout de suite. La vie est bien plus facile comme ça. Et j'aimerais que tout le monde ait cette aisance de comme to move through the world. C'est comme un privilège qu'il y a un côté de moi qui aimerait tellement avoir, mais je peux pas commencer à me changer pour être plus comprenable pour d'autres personnes. Like ça fait vraiment pas de sens. Et c'est ça aussi pour laquelle je suis très comme grateful d'avoir eu l'expérience de Big Brother, d'avoir eu la chance de comme montrer une autre dimension, un autre aspect de la transidentité parce que justement, il n'y a pas juste une seule façon d'être trans, il n'y a pas juste une seule façon d'être gay ou queer ou non-binaire ou peu importe. C'est il y a tellement d'expressions, d'identités, toutes sont valides. C'est juste que je pense que même si dans les dernières quelques années, on a fait tellement de progrès de comprendre d'autres réalités ou d'autres identités, je pense que ça demeure comme quand même dans le binarité du genre. Homme, femme, ça demeure quand même la narrative dominante. Mais on a quand même un exemple qui est plus mainstream de la femme trans. Oui, exact. Et c'est comme si toutes les femmes trans les plus populaires se ressemblent en quelque sorte. Mais oui, parce que ça revient à l'idée du beauty privilege qu'on voit dans les personnes cisgenres aussi, même dans la communauté gay, on le voit. Les gays qui sont comme des hommes qui ont l'air d'avoir sorti des pages d'une magazine. C'est eux qui il y a un privilège dans ça. Oui, puis c'est pour ça que je te posais cette question-là, parce que moi, toute ma vie, j'ai eu l'impression que je fitais pas dans les standards de l'homme gay. Même moi, avec des femmes, là, je veux dire, c'est dans tous les sphères. C'est ça, c'est comme... J'ai eu l'impression que toute ma vie, c'est comme s'il y a autant d'ostracisation qui vient au même de la communauté à mon égard qu'à l'extérieur de la communauté. Puis... ce que je trouve le fun dans le message que tu portes, justement, c'est ça, c'est de montrer une autre facette, une autre version, que toi, tu vis ta vie, t'es comme ça, puis ça se peut, tu sais, il y a pas juste une façon de le vivre, exactement. Puis, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est même difficile aujourd'hui. Bon, le dating life, on en a déjà parlé. Ça va pas bien. Mais quand on sort du standard de qu'est-ce qu'on est supposé, censé être, puis je trouve ça tellement triste de dire ça parce qu'on devrait pas être supposé d'être quelque chose, mais je sais que j'ai pas le corps le plus envié dans cette communauté-là. Je me sens souvent regardée de travers à cause de mon corps. C'est pas facile d'être en dehors de qu'est-ce qu'on devrait être, mais d'avoir le courage de l'être quand même puis de pas se changer. Moi, je t'admire énormément pour ça et je te le dis sincèrement. Merci et je le prends et ça me touche énormément parce que oui, on grandit avec l'idée que oh my God, je dois faire de quoi pour comme entrer dans la moule but espérant que tout le monde arrive à un point dans leur vie où ils sont capables de dire you know what, je suis qui je suis, j'aime qui je suis et c'est assez. Amen. Mais c'est un message universel, ça. Absolument, ça s'applique vraiment à tout le monde. À tout le monde. Et c'est pour ça que aussi je pense que j'ai reçu tant de messages de comme personnes cisgenres hétéros qui ont été quand même touchée par quelque chose dans mon parcours parce que justement toutes ces choses-là, tous les sujets qu'on aborde en ce moment, c'est universel. Est-ce que tu penses qu'un jour ça va arriver à un moment, est-ce qu'on le souhaite aussi, que les gens auront plus d'identité de genre ou quoi que ce soit puis qu'on est juste des humains, tu sais, mais oui, absolument. Et ce que je souhaite, je pense, en fonction de ça aussi, c'est que on se libère de la narrative hétéronormative. Parce que je pense que l'hétéronormativité, comme l'idée de comme
il faut trouver un mari, il faut acheter une maison, il faut avoir des enfants, to be good little consumers, pour garder le capitalisme en fonction. Moi, je souhaite qu'on se libère tous de cette narratif-là qui est tellement limité et limitant et restrictif et lourd. Ça, c'est mon plus grand souhait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça me fait du bien d'entendre ce que tu dis. Oui, parce que, tu sais, moi, je veux dire, je me considère une femme hétéro, mais je veux pas d'enfants. Je veux pas nécessairement me marier, tu sais. Puis on en parle beaucoup des fois. J'en parle, évidemment, j'ai des amis, femmes, ces gens aussi qui sont dans la même vision que toi, mais qui se sentent toujours demandés et jugés. Ouais. Comme les femmes trans aussi, quand on est comme donné un questionnement comme rigide sur comme notre identité, comme pourquoi tu fais ça, est-ce que tu as fait ça, you know, toutes ces questions-là qui sont tellement envahissantes, like just let me live. Exact. Je pense que la nouvelle société, je sais pas, peut-être la nouvelle communauté, on va peut-être aussi changer les choses, j'ose croire, puis avec des personnes comme toi, comme Carl, comme plein de gens qu'on voit, puis tu sais, moi, mon chum, il écoute RuPaul, puis il adore ça, puis c'est pas ses personnages, mais ses drags préférés, c'est souvent des trans en plus. Puis je suis tellement contente de voir justement l'ouverture qu'on a beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. Fait que je trouve que c'est un sujet qui est super important. Absolument. Puis autant pour moi et mon copain qu'on est zéro dans cette communauté-là, je trouve que d'en parler, c'est ce qui va faire bouger les choses, puis d'espérer de juste se respecter en tant qu'humain, respecter les autres en tant qu'humain, puis de faire aucune allusion ou quoi que ce soit. Je pense que c'est super important. Puis de te poser des questions trop personnelles aussi, des fois, ça regarde pas tout le monde. Autant que ça regarde pas qu'on m'en pose à moi ou à toi, rendu là. Je pense qu'on a tous des choix à faire, mais... Mais ça revient juste à l'idée que la moule de ce qu'on devrait être et comment on devrait vivre nos vies, c'est limitant pour tout le monde. Puis, mais pour terminer là, sur ce sujet-là, est-ce que comment je pourrais formuler cette question-là? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un standard de la femme trans à respecter? Puis c'est quoi ce standard-là? Mais c'est les mêmes standards de beauté qui s'appliquent à les femmes cisgenres. C'est juste l'idée de la féminité parfaite. Qui est, encore une fois, c'est pour ça que pour moi, ça m'étonne qu'il peut avoir des TERF comme J.K. Rowling ou peu importe, qui peut créer cette guerre ou cette animosité avec les femmes trans parce que c'est la même chose. On a les mêmes ennemis, on a les mêmes... C'est la même affaire. Les mêmes choses qui nous oppressent. La même pression. C'est ça, c'est vraiment juste les standards de beauté. Qui s'appliquent à les femmes trans et à les femmes cisgenres aussi, qui sont tellement, je dirais, même comme sinistre, it's damaging. You know, c'est vraiment comme l'idée de la féminité parfaite est tellement unattainable, mais on se tue en essayant de l'accomplir, ça fait pas de sens. Mais il peut avoir quand même un joie dans la féminité. Et aussi, comme, j'adore ma féminité, j'adore le célébrer, j'adore tout ce qui est glamour, mode, maquillage, comme, j'adore ça, mais pour moi, je veux pas que ça devienne une obligation, que je dois faire ça juste pour être accepté. Ça peut être une facette de toi. Absolument. Et comme, you know, j'utilise tout le temps l'exemple de Jennifer Lopez parce que Jennifer Lopez ne ressemble pas à Jennifer Lopez tout le temps non plus. C'est vrai. Et, you know, elle a un pit crew de 8 personnes qui se préparent et c'est une processus qui dure des heures pour regarder comme ça. Et tu sais, c'est un processus qui doit recommencer à tous les jours presque de sa vie. J'y pense, je suis épuisée pour elle. Oui, moi vraiment, je suis épuisée pour vous, toutes les femmes. Je vous admire pour ça. J'aime que tu fais référence à J-Lo parce que j'aime J-Lo. Mais j'aime pas J-Lo pour d'autres raisons, mais j'aime J-Lo pour certaines raisons. It's a very love-hate relationship. C'est vrai? Oui. C'est vrai, J-Lo, c'est... Je peux l'aimer un jour, puis le lendemain, je suis comme... Mais comme J-Lo, t'as plusieurs talents. C'est vrai. Et comme moi, je veux savoir, parce que moi, je te connaissais pas non plus avant Big Brother, c'est la première fois qu'on se rencontre. Comment, peux-tu expliquer aux gens peut-être qui te connaissent moins, c'est quoi que tu fais? C'est quoi ton premier métier, en fait? Parce que moi, je dirais humoriste. Oui, mon premier. Mais chanteuse aussi. Mais j'aime en anglais, le mot performer. Oui, c'est ça, OK. Je suis vraiment une bête de scène. Okay. C'est vraiment ça. Moi, pour moi, il y a
les moments où je suis le plus contente ou inspirée ou créative, c'est vraiment sur scène, live. Ah ouais. Like, c'est ça qui me donne vie, cet échange avec une public, d'être dans une salle avec du monde. C'est tellement humain comme expérience. On crée quelque chose ensemble qui existe et meurt dans le même instant. J'adore ça. Alors oui, techniquement, mon expression primaire sera l'humour, mais je me limite pas juste à ça non plus. OK. Comme quand j'ai la chance de faire comme a One Woman Show, il y a toujours une dimension de musique. Je suis sur scène avec mon directeur musical, Les, qui est un génie. Il est sur le piano, c'est juste moi. C'est comme, j'adore être capable de comme aller dans d'autres terrains à part juste faire rire le monde. Évidemment, j'adore faire rire le monde, mais j'aimerais parler davantage de d'autres trucs aussi qui sont peut-être un peu plus émotionnels ou comme qui sont pas drôles, mais qui sont quand même importants. Font réfléchir. Oui, exact. So, moi, ce que je veux donner au public quand il vient me voir dans mes One Woman Shows, c'est juste comme, je veux comme donner une expérience complète. Comme J-Lo, c'est comme J-Lo. Oui, mais avec plus de profondeur. Okay. Oui. J'espère, anyway. Oui, je confirme. Puis si on va voir ton spectacle, c'est toi ou il y a plusieurs personnages? Non, c'est moi. OK. C'est toi, OK. Je suis pas la meilleure actrice. Non, j'adore quand j'ai la chance de faire ça, mais c'est comme, je suis trop self-aware. C'est très difficile pour moi de comme disparaître ou effacer mon identité pour devenir un autre personnage. C'est quand même un défi que j'aime. Oui, si on te le proposait, tu oui, dirais, absolument. Sur scène, non, parce que pour moi, être sur scène, c'est tellement un moment de vérité. Alors, je veux vraiment vivre comme dans la vérité et la transparence totale sur scène. Alors, pour moi, dans mes One Woman Shows, ça m'intéresse moins de comme jouer un personnage, même au niveau de l'écriture, parce que j'adore être être dans l'improvisation aussi, parce que j'aime tellement être dans le moment. C'est tellement comme important. je veux pas comme sentir la pression ou le devoir de réciter un texte mot par mot pour 1 heure. Ça m'intéresse pas non plus. Comme, je veux toujours laisser la chance de la liberté dans le moment pour me surprendre et pour m'amuser aussi. Wow! Donc, j'imagine que chaque spectacle est un peu différent. Mais en ce moment, ce que je fais, alors je suis présentement en préparation pour ma première tournée en 2024. Et au lieu de faire comme un rodage traditionnel où comme on répète notre texte et on fait ça 1000 fois, ce que je fais cette année en préparation, c'est une série de shows que j'appelle 3600 secondes d'improvisation avec moi. Et j'embarque sur scène sans aucun plan. Arrête. Aucun. Aucun. La Mon seule chose cauchemar. qui est préparée, c'est la dimension musique. Je vais faire comme 5-6 chansons. Ça, évidemment, il faut qu'on le répète. Mais tout ce qui est humour, storytelling dans le show, je le crée dans le moment. Wow. Et est-ce que c'est avec ça que tu vas créer ensuite le vrai spectacle? So, cette année, je fais ça. J'enregistre les shows juste pour moi. OK. Et justement, je vais garder tous les meilleurs morceaux, toutes les choses que j'ai beaucoup aimées. Là, les gens peuvent aller te voir. Oui, exact. J'ai vu, c'est pas Sherbrooke bientôt? Oui, exact. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça, on peut voir ça sur ton site? Oui, exact. Wow! Wow! Je dis ça va pour falloir faire y aller. Ben, certainement. Oui, c'est ça. Je dis pas ça pour faire le promo. Non, mais... Je l'ai faite pour la première fois au mois de novembre l'année passée et ça s'est tellement bien allé. Wow. C'était tellement fun et j'avais du monde qui vient souvent à mes shows et qui m'ont dit que c'était leur préféré. Wow. Même si c'était celui qui avait comme... Oui, rien de... Sincèrement, rien. Mais j'imagine... J'avais écrit comme quelques mots-clés le matin, juste de comme sujet que j'aimerais aborder. J'ai oublié le papier chez moi. Impossible. Et je l'ai même pas réécrit. J'étais comme... Garde. Mais ça, on est là, on va juste le faire. J'avais un moment de comme panique avant, comme le track. Juste, c'est ça, juste en me disant qu'est-ce que je suis en train de faire. Comme qu'est-ce qui arrive si après 15 minutes, j'ai plus rien à dire. Parce que j'avais imposé une règle de ne pas faire des jokes que j'ai déjà faites dans d'autres shows. Je me suis vraiment imposé cette règle que je peux pas utiliser de la matériel que j'ai déjà fait. My God. Wow, mais c'est beau, ça. Mais j'imagine que ça doit faire preuve de vulnérabilité extrême. Oui, parce que... Mais ça me permet aussi d'être interactive avec le public aussi.
Comme c'est beaucoup plus interactif que mes shows normales parce que là, je dépends vraiment sur le public pour comme j'ai besoin de vous pour réussir cette soirée. So you're in it with me. Mais c'est ça qui est le fun aussi quand tu es en public de sentir que tu fais partie du show. Mais oui, moi, c'est mes spectacles préférés. Moi aussi. Comme je trippe pas tant quand je vais aller voir quelqu'un et j'ai l'impression qu'il me récite un texte. Ben, c'est souvent comme ça. Like, parfois, ça peut être quand même très bon, mais ça va pas me laisser avec une émotion nécessairement. Pas le même niveau d'émotion. Ça me fait penser quand j'ai vu Madonna pour le Madame X Tour à Brooklyn il y a 3 ans, 4 ans. Et oui, c'est rodé. C'est sûr que c'est hyper rodé, mais elle venait s'asseoir dans la foule, elle parlait avec les gens, t'as des gens différents. On voyait que les interactions c'était pas préparé là, et ça créait vraiment des moments hyper spéciaux parce qu'on est tellement habitué de l'avoir dans un cadre tellement rodé, puis mais elle laissait place à la spontanéité. Je trouvais ça tellement magique. C'est des choses que je vais m'appeler toute ma vie, ces moments-là. Justement, c'est ça, quand mes artistes préférés font ces types de shows, c'est les plus excitants. Ben oui, justement, c'est unique. Alors you know, like, j'aime l'idée de comme donner quelque chose qui est juste comme totalement unique. Ça va jamais se reproduire de la même façon encore une fois. C'est comme de vivre un moment avec ton artiste, tu sais, de vivre un moment unique. Et pour moi, de vivre ça avec le public, d'être tellement dans le moment. Parce que quand tu as un texte, c'est comme, il y a toujours un petit parti qui est comme attaché au texte. Ouais. Ben oui. Pour moi, anyway. Pour moi, je trouve ça un peu limitant, comme quand je fais les galas juste pour rire, que j'adore, c'est un autre style de performer, j'adore ça aussi, mais ça me donne tellement peur. C'est ces moments-là que d'oublier un parti ou de comme, parce que la pression de comme faire ça, le texte mot pour mot, like, oh mon Dieu, ça me stresse. C'est tellement le fun, en plus, d'avoir une connexion avec les gens qui sont là parce que c'est grâce à eux aussi que tu peux faire ça. Fait que c'est comme un peu ta façon de leur redonner un peu. Et moi, je pense que je suis le plus drôle quand je suis just off the cuff. Ah ouais? Quand je suis pas censuré, quand je parle vraiment juste de comme... From my brain to my mouth, il n'y a pas de fit, il n'y a rien. Je trouve que, you know, c'est là que je suis le plus drôle de toute façon. Est-ce que tu as dû censurer à Big Brother des fois ou non, t'as vraiment... Non, parce que moi, je me connais, you know, like, profondément. Ouais. So, j'avais vraiment pas peur de comme, comment est-ce que j'apparaisse, que le monde m'aime, like, je m'en fous sincèrement, comme je me connais, take it or leave it. You know? Mais je pense que c'est ça qui a fait que tu as été une aussi bonne candidate, parce que tu étais capable de vraiment t'abandonner à 100% puis de vivre le processus de la télé-réalité. Et moi aussi, quand je l'avais faite, moi, j'étais dans ma saison la personne le plus inconnue. So, j'avais aussi vraiment rien à perdre. J'ai pas une image à protéger. Je comprends. Et même maintenant, comme... You know, même quand j'ai des moments où, comme, supposons qu'il y a quelque chose que je veux, comme, écrire sur Twitter. Ouais. Parfois, maintenant, il y a comme un petit Parce que tu es très actif sur Twitter. Oui. Parfois, il y a un petit moment de recul. Ah ouais, hein? But je veux pas vivre ma vie comme ça non plus. Comme je veux pas vivre ma vie en service d'une image. Like, ça m'intéresse pas. Ça te fait pas peur je vais garder ça en note parce que moi, je vis beaucoup là-dedans. I mean, il y a un lourd. peu juste de comme... C'est vraiment lourd. Tu veux pas non plus comme... Évidemment, je suis une artiste, il faut que je gagne ma vie non plus. Je veux pas comme... Mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Être si controversé que le monde va m'haïr. Non, mais... Je suis pas une personne extrême de toute façon. Like, mes valeurs, sincèrement, tous mes valeurs reviennent au fait que j'aimerais juste que tout le monde soit heureux. Mais quand tu es une bonne personne, je veux dire, il y a personne qui peut vraiment te mettre ça contre toi, tu sais. I don't know. I mean, il y a toujours du monde qui vont trouver un homme, but like, je peux pas vivre dans cette peur non plus. Tu parles de peur et là, j'ai une grande question là-dessus. Okay. J'ai lu une entrevue avec toi à la presse qui a été faite l'an dernier et tu as dit « Il y a une longue liste de raisons pour lesquelles je pourrais continuer d'avoir peur, mais ce n'est pas une option pour moi, la vie est trop courte. Et moi, cette citation-là m'a beaucoup marqué quand je l'ai lue parce que de toute ma vie, j'ai eu peur. De plusieurs choses. Et encore aujourd'hui, à 32 ans, j'ai peur de plusieurs choses. Et je veux savoir, t'as eu peur longtemps, toi aussi? Oui, absolument. Oui. Et probablement parce qu'on a eu un passé semblable et tout ça. C'est difficile, là, le bagage qu'on porte, mais de quoi t'as eu peur exactement et comment on fait pour désapprendre cette peur-là en vieillissant? OK, t'avais raison, c'est une grande question. C'est une grande question. J'ai adoré.
J'aimerais tellement qu'il y a comme un processus. Moi aussi. De ça, sincèrement, comme j'aimerais tellement avoir une réponse pour toi ou pour n'importe qui me demande cette question, de donner comme une liste d'instructions. Voici l'étape 1, 2, 3, 4, pour n'avoir plus peur ou pour savoir comment traverser la peur. Parce que je pense justement que la peur, it never fully goes away. Non. Mais c'est juste que tu développes un courage, si tu veux, un mot que j'aime pas beaucoup, but for lack of a better word, comme de passer à travers, comme même en ce moment, quand on regarde tout le backlash qu'il y a envers la communauté queer, particulièrement pour les personnes trans, c'est épeurant. You know, et on pourrait tellement facilement juste comme avoir peur et comme devenir silent de nouveau. Mais moi, j'ai passé tellement d'années dans le silence parce que pour moi, la façon de comme combattre mon peur quand j'avais jeune, c'était de devenir invisible. Mais je veux pas faire ça de nouveau. Like, c'est fait. J'en ferai jamais, sincèrement, comme, sincèrement, c'est pas une option. Pour moi, dans ma vie en ce moment, qu'est-ce que ça me donnera de comme retourner dans le peur, dans l'invisibilité? Qu'est-ce que ça me donnera? Ça sera un sort de mort pour moi, sincèrement. So like, I'd rather die being myself and doing what I want to do que de mourir dans le silence. Et j'ai vraiment pas une réponse, malheureusement. Like, je ne sais pas où j'ai trouvé finalement cette force. Je ne sais pas. C'est une combinaison de plein de choses. Je pense que c'est le rencontre de ma communauté, de comme, quand t'es adulte et tu sors de l'expérience scolaire, tu trouves ta famille choisie. Ou moi, j'étais chanceuse de l'avoir trouvée et d'avoir trouvé comme la confiance de m'exprimer d'une manière artistique. Je pense que je dérive une énorme partie de ma confiance dans mon travail artistique, dans mon expression. But il y a tellement d'avenues, comme ça, c'est mes avenues à moi. Est-ce que c'est à ça que tu t'es accroché lorsque tu étais plus jeune? Les arts? Oui, absolument. Mais même là, c'était toujours comme dans une invisibilité parce que je pensais que je pouvais jamais le faire. Mais j'ai trouvé ma sécurité dans l'art d'autres personnes comme Madonna, Alanis Morissette, tous mes idoles. J'ai vraiment trouvé la sécurité dans leur art. Et je pense que, heureusement, quand moi, finalement, j'ai trouvé la confiance en moi, j'étais finalement capable d'en créer moi-même. C'est beau ce que tu dis parce que moi, je me souviens que j'ai fait mon coming out au secondaire 3, 4, et je l'ai fait à cause de Madonna. Grâce à Madonna. Et quand j'explique ça à des gens, les gens comprennent pas nécessairement pourquoi. Mais quand je dis qu'elle m'a donné le courage, bon, t'aimes pas ce mot-là, je vais pas prendre ce mot-là, mais elle m'a donné la force de dire c'est comme ça que je suis et j'ai le droit d'être comme ça. Et parce que pour moi, elle était tellement forte. I know, pour moi aussi, c'est la même chose. Et Madonna aussi m'a donné, comme juste en regardant ses concerts et son documentaire Truth or Dare, où on voit la vie de ses danseurs et tout ça, ça m'a donné, je pense que je n'étais pas conscient concrètement quand j'étais jeune, j'étais très jeune, mais sur un sort de niveau spirituel ou peu importe, ça m'a donné l'idée que comme il y a un autre monde qui m'attend après cette expérience. Ça existe. Et elle le montrait, c'est ça? C'est ça. Et l'existence de ce monde, et juste de savoir que ça existe, je pense que ça m'a donné comme la force de continuer à travers tout ça, absolument. Pas juste ça, mais ça justement, ça m'a donné beaucoup. Et justement, tu as été victime d'intimidation pendant très longtemps quand tu étais jeune et tout ça, puis je me retrouve beaucoup aussi là-dedans. Je trouve ça super intéressant que tu en parles beaucoup parce que je trouve qu'on n'en parlera jamais assez de l'intimidation, puis il y en a encore tellement aujourd'hui, puis c'est à des niveaux complètement différents aujourd'hui avec tous les téléphones et tout ça. C'est complètement différent. Les jeunes, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est aussi pire, sinon pire. Et là, tu vas pouvoir répondre pour toi, là, parce que c'est différent pour tout le monde. Quelle cicatrice on garde dans notre vie d'adulte de l'intimidation dont on a été victime quand on était jeune? J'imagine que ma réponse à moi serait pas la même que la tienne, mais sensiblement, il y a sûrement des choses qui se ressemblent. I mean,
ça cause une grande manque de confiance. I mean, pour moi, c'est ça que ça a fait pendant très longtemps. C'est comme, ça m'a donné l'idée que mes rêves sont pas atteignables, que I'm not worthy, je le mérite pas. Ça crée vraiment un monde intérieur de douleur. C'est parce que ça revient, l'intimidation, ça crée la honte. You know? La honte d'être soi. La honte d'être soi, justement. Et c'est comme... Et je pense que presque tout le monde a une expérience de la honte dans une certaine façon, que ça provient d'une certaine expérience ou non. Mais, oh my God, comme j'essaie de trouver les mots parce que je pense que même rendu où je suis en ce moment, je peux pas vraiment l'articuler comment ça a impacté ma vie. Moi, je le découvre encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je pense que je continue à le découvrir aussi. Et c'est le rejet, c'est le sentiment du rejet. Je pense aussi pour moi, c'est ce qui est drôle, c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai bâti tellement de murs autour de moi pour me protéger. Ouais. Parce que je savais pas une autre manière de me protéger parce que j'étais tellement jeune et j'avais pas les outils. Et je pense que oui, parfois les murs, on en a besoin. You know, on a besoin de notre forteresse qui nous protège. Mais ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'à un moment donné, ces murs-là nous protègent plus et ça nous empêche d'avoir l'expérience de l'amour, de la joie, de l'ouverture. Et il faut à un moment donné commencer à comme détruire ces murs-là, mais c'est tellement difficile. You know, je pense que la plus grande impact de toute cette expérience-là, c'est que je me retrouve dans cette forteresse seule, you know, and évidemment avec l'expérience de Big Brother et d'autres expériences, oui, pour moi, les murs commencent à tomber, mais c'est un processus énorme. Moi, c'est des fois, je me sens là, le gars le plus fort au monde. Je pourrais tout faire. Et le lendemain, quelqu'un peut me dire quelque chose. Oui. Je peux lire quelque chose que quelqu'un dit sur moi. Une amie peut me dire quelque chose et là, je fais et là, toutes mes insécurités reviennent. Oui. Et ça me ramène. Oui. Il y a 15 ans, 20 ans. Et ça m'arrive moins maintenant. Pendant longtemps, justement, j'avais le même expérience. Mais maintenant, les jugements, les mots, les insultes de d'autres mondes, sincèrement... Tu t'en fous? Oui. I mean, yes. But pour longtemps, non, ce n'était pas le cas. Mais je suis finalement... C'est pas parfait, évidemment. Il y a toujours... You know, je pense qu'on n'est jamais... Je ne sais pas si le 100% existe pour de vrai, mais sincèrement, ça m'arrive tellement moins maintenant. Comme je suis vraiment rendu à un point où sincèrement, je m'en fous. Wow. Puis tu as parlé de... T'as effleuré la spiritualité tantôt. À quel point tu te considères spirituel dans ta vie? Quelle place prend la spiritualité dans ta vie? C'est pas quelque chose de... j'ai pas de routine ou il y a pas de structure autour de ma spiritualité, mais je me sens comme quelqu'un qui est sensible, évidemment. Je pense que c'est ça un peu ma spiritualité, c'est ma dimension de sensibilité, des énergies, des sentiments de d'autres personnes. Je suis vraiment comme... I mean, il y a un terme psychologique qui existe, c'est le hypersensitive person. Et c'est pas une question d'émotion non plus, c'est aussi une question d'information. Et c'est pas que être hypersensible ou non, que une chose est meilleure que l'autre, c'est pas du tout ça. C'est juste une façon d'être wired. Et je c'est pense quoi la que différence entre les deux? Alors, la différence, c'est qu'une personne hypersensible peut entrer dans une pièce, par exemple, et va recevoir comme 500 pièces d'information. Versus une personne qui n'a pas cette wiring peut entrer dans une pièce et va peut-être avoir comme 100 ou 200. You know, c'est juste une question de comme le niveau d'information qu'on reçoit, que ce soit énergie, you know, just everything, cumulatif. J'imagine aussi que ça vient d'un parcours où tu as tellement dû écouter ton instinct. Exact. Je pense que c'est une combinaison de comme nature et également comme environnement. Et je pense que justement, moi, j'ai comme, you know, dans l'école primaire, j'ai comme
marcher dans les couloirs tout le temps en regardant autour de moi qui est là. Si je vois une personne que je connais et un de mes bullies, je vais aller d'une autre direction. Comment cette personne-là aujourd'hui? Est-tu de bonne humeur? Oui, alors justement, c'est également quelque chose qui a été comme... c'est quoi le mot? Comme amplifié par mes expériences. Mais je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton signe astrologique? Poisson. Je suis vraiment entourée de poissons. Oui. I mean, les water signs, on est connus pour ça. Et comme... Tu es toujours avec des poissons? Toujours. Ma lune et mon ascendant sont également des water signs Scorpio. So, I mean, c'est dans la nature des choses. Et j'aimerais être autrement. Ah ouais? Oui. T'aimerais ne pas être poisson. Oui, mais j'aimerais être une personne qui n'est pas hypersensible. Je comprends. Oui. Moi aussi, tellement. Parfois, je vois du monde et qui ont juste l'art, et je sais que les apparences ne peuvent vraiment pas se fier à ça. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment pas eu à survivre des traumas trop puissants. Ben, je pense que j'en fais partie, malheureusement. Ben, malheureusement. Okay. Non, mais c'est pas malheureusement, c'est... Mais c'est souvent, on devrait tous savoir ça. Non, mais c'est parce que... Mais c'est souvent une différence entre nous deux. Exactement. On remarque beaucoup que... C'est pour ça que je m'intéresse à connaître les histoires d'autres personnes, parce que j'ai jamais... Non, mais même là, je te dirais que peut-être pas tant, ou même pas peut-être sur le niveau que tu en penses, parce que quand moi, je parle de ces types de gens, ils n'ont pas même un intérêt. Je comprends. Parce que pour eux, c'est juste comme leur vie. Oui. Et quelqu'un récemment m'avait dit ça, et parce que, évidemment, je te connais pas, mais juste dans notre conversation, j'aurais de la difficulté à croire que tu seras comme une personne superficielle. J'ai pas cette vibe du tout. Mais les personnes superficielles, si on veut, quelqu'un m'a dit qu'ils ont une théorie que ces personnes-là n'expériencent pas la mélancolie. Ils expériencent la tristesse parce que quand quelque chose de triste leur arrive dans leur vie au niveau de leur propre expérience, comme le pardon de ses proches ou un break-up ou peu importe, parce que ça leur impacte directement. Alors oui, ils ont le tristesse, mais ils savent pas c'est quoi la mélancolie. L'empathie, la compassion. C'est ça. Et c'est quoi la mélancolie? C'est quand on expérience vraiment le monde autour de nous. C'est pas juste nos sentiments. C'est le sentiment des autres. C'est le sentiment de qu'est-ce qui se passe sur un niveau macro. We take it in. Mais des fois, c'est lourd. C'est ça. C'est lourd. Mais c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression, parce qu'on en a parlé dans un autre épisode en plus avec Pony, qui est comme nous. Et les poissons aussi, Je pense aussi, oui. Je pense que les poissons aussi. C'est quelque chose qui... c'est ça. Mais on parlait de ça parce que moi, j'ai l'impression des fois là, que je ressens les émotions de tout le monde. Oui. Et de toutes les situations possibles. Je vais voir juste une affaire qui se passe quelque part dans le monde, un TikTok, et je vais plonger dans une spirale de genre, une des vedettes que j'aime va vivre quelque chose, je vais le vivre. C'est comme une passion, je vais le vivre avec elle. Tu sais, c'est lourd des fois. Oui, absolument. C'est lourd, mais... Même dans ma vie sociale, c'est comme si j'ai un groupe d'amis, je connais ce groupe, je connais cette dynamique. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre, comme une nouvelle personne qui va entrer dans ce groupe, toute l'énergie change and I'm not here for it. C'est vrai. Ah ouais, So, moi, je suis très comme sélectif. OK, tout d'abord, je préfère des one-on-one, comme je préfère... Oui, absolument. J'aime avoir comme... Parce que pour moi, c'est aussi une question de comme je veux toujours aller en profondeur. Les choses qui existent juste sur un plan superficiel, ça m'intéresse pas beaucoup. Comme j'haïs le small talk, I'm not good at it. C'est comme, you know. Et dès que je rencontre quelqu'un, comme je peux savoir, juste comme si c'est quelqu'un avec qui je peux aller en profondeur, c'est ça. Ou non, you know, c'est correct. Et c'est pour ça aussi que j'avais tellement peur de faire Big Brother. I'm like, oh my God. Est-ce que parce que ça me fait penser, je sais pas, ça n'a vraiment pas rapport, mais tu sais, quand, je sais pas si tu as plusieurs gangs d'amis ou plusieurs amis qui sont différents. Oui, mais je les mélange pas. Bon, parfait. C'est ce que je voulais savoir. Tout le monde reste séparé. Merci. OK. Et je suis célibataire, mais même quand j'imagine l'idée de comme me trouver dans une relation sérieuse, comme je veux pas l'introduire à personne. Ah non? Ben des fois oui. Parfois, but I'm like, ça m'angoisse. Non, mais si cette énergie de fit avec l'énergie de quelqu'un d'autre, des fois ça fonctionne bien. Oui, ça peut fonctionner, mais pour moi c'est très rare. Mais on dirait que je comprends de plus en plus ça parce que je comprends qu'avec chaque personne ou chaque groupe d'amis, il y a une certaine énergie. Et là, quand tu mixes ces énergies-là, c'est rare que ça fonctionne à 100%.
Puis moi, ça me rend mal à l'aise quand je dis ça. Fait qu'on dirait que je veux pas vivre ça. Exact. Je suis comme non, tu sais. Moi aussi. Oui, on comprend ça. Ça me stresse Puis t'es de même aussi. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, quand c'est mon anniversaire, je fais comme 4 petits parties différents. Là, Oui, Exact. c'est ça. Mais c'est ça. Ben, c'est souvent, je me suis tellement fait dire souvent dans ma vie. Mais pourquoi tu m'invites Ben, pas? pourquoi est-ce qu'on fait pas tout le monde ensemble? Pourquoi? Je peux pas te l'expliquer, je sais pas pourquoi. I know. Et Mais je pas tout le sais monde que vous ça fait catch. pas de sens. Mais c'est ça. Mais parce qu'il y a des gens que ça dérange pas. I know. But je suis pas une de ces personnes. Moi non plus. Bon, ben. On va y aller avec la question bonheur. Oui, parce qu'on est très heureux en ce moment. Oui, qui est présenté par Matelas Bonheur, notre commanditaire, l'endroit par excellence pour t'assurer le meilleur sommeil. Je sais pas toi, Est-ce que tu dors bien? Tu dors bien? Non. Non. Je dors pas assez. Ah. Oui. Welcome in the club. Ben, un petit truc pour mieux dormir, c'est de faire de l'exercice physique, Oh, manger wow, sainement, c'est- ça l'aide à la bonne santé de son sommeil. Wow. Parce que dormir, c'est bon pour sa santé. Mais c'est sûr. C'est la chose la plus importante. C'est vraiment très, très important. Qui dit bonne nuit de sommeil dit bonheur. Et tu nous rends toujours de bonne humeur. Et je veux savoir qui te rendait de bonne humeur quand tu étais jeune. C'est qui ta plus grande ou ta plus grande inspiration quand tu étais jeune et pourquoi? Comment qu'elle a changé une partie de toi? Mais c'était vraiment Madonna et Alanis Morissette quand j'étais jeune. On a déjà parlé de ça. Moi, je veux savoir pourquoi, parce qu'elles sont très différentes. Et pourquoi les deux, tu sais? Mais Alanis, c'était mon premier album, Jagged Little Pill. Je l'avais sur cassette. Et j'avais comme 8 ans à ce moment-là. Et c'était vraiment la première fois que j'ai compris ou que j'ai eu comme expérience de savoir c'est quoi l'expression artistique. L'idée de comme écrire ses sentiments et de les chanter. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pour la première fois avec Alanis. Comme, Okay. oui, évidemment, j'ai écouté la musique quand j'étais encore plus jeune que ça, mais l'idée de comme, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire tes paroles? Qu'est-ce que ça veut dire de t'exprimer ou de créer quelque chose? C'est vraiment comme, ça a vraiment comme tout changé pour moi. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de créatif et artistique, mais c'est avec Alanis que j'ai compris comme, oh, on peut faire ça de notre vie. On peut faire ça comme métier. C'est vraiment ça qui était comme mon premier pas sur cette chemin. Puis ce qui était beau avec cet album-là, c'est que ça a réuni vraiment beaucoup de monde parce que c'est des émotions qu'on a tous et toutes vécues. Oui, bien sûr, qui est tellement drôle aussi, c'est que j'avais 8 ans. Évidemment, je comprenais Oui, c'est ça. rien. Like, I didn't know what it was to go down on someone in a theater. You know, but j'ai ressenti dans sa voix ses émotions. Et ça m'a vraiment donné comme une force. J'ai vraiment reconnu quelque chose en elle. Je l'ai vue vraiment comme une grande sœur, sincèrement. Et je l'ai dit quand je l'ai rencontrée, qui était un moment fou. Tu l'as rencontré? Oui, l'été passé. Et c'était vraiment comme... J'avais vraiment le temps avec elle de comme tout dire. Parce que j'avais vraiment... Mais tu l'as rencontré dans quelles circonstances? Elle est venue faire un show, C'est non? ça, quand elle est venue au Centre Bell. J'avais un podcast avec CBC, Chosen Family, Oui. et on avait booké Alanis comme invitée, qui était déjà fou. But ça a été comme repoussé. Finalement, ça s'est jamais fonctionné. Mais quand elle est venue au Centre Bell l'été passé, comme quelques semaines ou même un mois avant le show, j'étais juste en mode it has to happen. Il faut que je la rencontre. Comme, j'envoie tellement d'énergie dans sa direction à travers l'univers. Like, it has to happen. So, j'avais toujours le contact de son gérant. Wow. Et je lui ai écrit, juste du cœur, sincèrement. Et lui, il me connaissait, but on avait déjà comme un contact à cause du booking. Même si c'était pas moi directement qui a fait le booking. Anyway, like, long story short, j'avais vraiment juste écrit une lettre de mon cœur, un peu honteux, but il fallait que je le fasse. Ouais. Et j'ai écrit ça comme 3 semaines avant le show. J'ai rien entendu. And I was trying to find other options. Claudia de Big Brother, son gérant est tellement connecté. Moi, Claudia, s'il vous plaît, like, demande à ton gérant. Like, il faut qu'on trouve une façon. This has to happen. Et toutes mes connexions, même à travers Big Brother, c'est sur Belle. I'm like, someone has to know someone. Mais oui. Mais
le jour avant le spectacle, son gérant m'a écrit et il m'a dit « Alanis aimerait te rencontrer. » Impossible. Ah mon Dieu, je l'ai vu. Et il a tout organisé ça. Et après le show, le tour manager est venu nous chercher, ils nous ont amenés backstage. J'ai rencontré ses parents aussi backstage. Il y avait personne backstage. Like, c'était tellement chill. C'était pas un meet and greet. C'était vraiment comme quelque chose qu'ils ont arrangé. Et ils nous ont comme amenés à une sorte de comme green room. L'assistante de Alanis était là et Alanis a juste comme entré de l'autre part dans la salle. I'm just like, je savais même pas. Est-ce que tu as été capable de lui dire? Oui, parce qu'elle est tellement grounded. Et elle était tellement présente avec nous que c'était vraiment juste une conversation et on a ri ensemble et comme j'étais là avec un de mes amis qui fait mes shows avec moi, Les, qui est également un super grand fan d'Alanis et c'était juste comme, il y avait pas de pression, on avait comme le temps. C'est pas comme un meet and greet où t'as comme 30 secondes, tu prends une photo, c'est fini. Comme c'est ce que j'ai vécu. Et je l'ai dit comme, peut-être ça fait pas de sens, mais j'avais un besoin profond en moi de te remercier. C'était un besoin. Dans mon cœur, pour tout ce qu'elle m'a donné dans ma vie, j'avais besoin de la remercier. C'est exactement comment je me sentais avec Christina Aguilera. Et c'est ce que j'ai pu lui dire. Wow! Je lui ai dit en 1 minute. C'était même 25 pas secondes. Un cocktail avec elle, mais comme toi, je suis pas assez hot. Mais j'ai payé aussi pour le faire. Mais on rentrait dans la salle et tout ça. Puis là, je voyais à quel point c'était rapide. Hein, ça se passait rapidement. Puis là, il nous avait dit, vous pouvez pas lui toucher, vous pouvez pas lui parler, on peut pas la regarder dans les yeux, on peut pas... Une longue liste. Et moi, je me suis dit, honnêtement, je m'en fous. C'est dans la liste que tu peux pas lui regarder dans les yeux? On pouvait pas le regarder dans les yeux. Alors, fallait dans le fond, on arrivait, tu te places, tu sors. C'est tout. Alors, tu te places comme à côté d'elle, tu peux même pas. Mais moi, je me suis dit, je m'en fous. Good for you. Et quand je suis arrivé à côté d'elle, j'ai senti une ouverture. Ce qui est surprenant, étant donné que tout le monde dit qu'elle est pas comme ça, mais moi, j'ai senti une ouverture et on s'est comme tourné face à face et je sais pas pourquoi, mais j'avais ce besoin-là, moi aussi, à l'intérieur de moi, vraiment. Et on s'est pris les mains comme ça. Regarde, on peut le faire. On s'est pris les mains comme ça. Je lui ai pris les mains, peux-tu croire? Puis elle l'a fait, tu sais, c'est comme... Et je lui ai dit, « You saved my life. Thank you so much. » J'ai juste dit ça. Mais pour moi, c'était de sortir de moi. Il fallait que je lui dise. Oui, je comprends. Et tu sais, elle a dit, « Bon, thank you so much. » C'est ça, je suis pas le premier gay qui lui a dit ça, c'est sûr. Mais de lui dire, pour moi, c'était un moment extraordinaire. Je vais me rappeler toute ma vie. Je peux comprendre ce que c'était de rencontrer Alanis. Mais ce qui était vraiment nice avec Alanis, c'est qu'elle a vraiment... Comme j'ai vraiment senti que elle l'a pris. Ah ouais. Oui. Parce qu'on a vraiment... C'est encore plus beau. On a vraiment eu comme un bon 10 minutes. Est-ce qu'elle t'a suivi sur Instagram après? Non, mais elle n'est pas très active sur les réseaux. But il y avait tellement de moments dans ma conversation avec Alanis où elle a comme eu les larmes aux yeux et elle était comme « I'm getting the chills » et c'est elle qui a demandé si elle pouvait m'embrasser. Like, c'était fou. Elle est... I mean, she's everything that you think she is. Bon, là, il y avait Alanis et Madonna, que je suis intéressée à savoir les raisons pour lesquelles... Pour Madonna, quand j'étais jeune, elle était la guerrière. Elle était la force. Like, quand c'était peut-être 1 an après Jagged Little Pill, j'ai devenu comme un super grand fan de Madonna. Et je m'en souviens comme avoir 9 ans et chanter Human Nature. And I'm like, I'm not your bitch, don't hang your shit on me. I'm like... C'était comme my anthem, cette chanson-là, quand j'étais jeune. Ça m'a donné tellement une force, sincèrement. C'est elle qui m'a vraiment... C'est en elle que j'ai trouvé comme une sorte de puissance. C'est pour ça que c'est dur pour moi de la voir aujourd'hui où elle a perdu cette force. C'est un peu bizarre. Mais j'embrasse la phase où elle est en ce moment et j'essaie de ne pas juger trop. Mais ça me cause quand même une sorte de tristesse. De voir, but like, elle est humaine aussi, like, tout le monde peut s'écraser. Mais là, elle a quel âge aussi? 64. But Cher, honnêtement, aussi, comme, Cher était, mais en fait, Alanis, c'était ma première concert, Cher était ma deuxième, mais comme juste 1 mois après. Et Cher aussi, je trouve qu'elle est quelqu'un sincèrement comme incroyable. Et ce que j'adore de Cher, c'est pas juste comme toutes les ups and downs qu'elle a survécu dans sa carrière.
you know, elle a eu des moments dans sa carrière d'être the butt of the joke et tout, et elle continue, but elle garde toujours un sens d'humour. Oui. Elle se prend pas trop au sérieux. Et ça, c'est la clé pour ce métier qui est tellement un métier intense, un métier de rejet, de jugement. Ce qui va te sauver, c'est d'avoir un sens d'humour. L'autodérision. Oui. Mais Cher, dans ma tête, elle n'existe pas. Ben, elle est comme... Elle arriverait ici, je pourrais pas y moi croire. aussi, je suis d'accord avec ça aussi. Elle doesn't look real. Non, comme pas vrai. Elle est une déesse, comme... J'ai vu un événement avec des influenceurs, je pense que c'était à Los Angeles pour un parfum, puis elle est comme arrivée. Et je voyais les stories, là, tu sais, d'influenceurs genre américains qui la filmaient. Ah, she's right in front of us. Puis je suis juste comme, ben voyons donc, moi si j'avais été là, j'aurais perdu la carte. Je serais tombé à terre. C'est comme... J'ai une amie, un humoriste, Jess Solomon, qui avait fait le Tonight Show avec Jimmy Fallon. Et son mari, Iman, est également humoriste d'un couple et je les adore. Et la soirée que Jess était là pour l'enregistrement de son numéro, c'était également la nuit que Cher était invitée. Oh mon Dieu. Et ils ont juste croisé Cher dans le couloir. Et Iman m'a dit que justement, comme c'est une présence que tu peux pas imaginer. Comme t'es proche de ça et ça fait pas de sens. Like, c'est intense. C'est comme présence magnétique. Je me demande c'est quoi son signe astrologique, elle? Taureau. Ah ouais? Oui. Et Madonna, c'est pas Lion, quelque chose comme ça? Exact, oui. Et voilà, on connaît les signes astrologiques de nos stars préférées. Bon, c'est super intéressant tout ça. Moi, je pourrais parler de ça pendant des heures. Moi aussi, facilement. Je veux dire, c'est comme, on prend en parler des heures et des heures et des heures. Mais le temps file, ça fait 1 heure déjà. Ça fait déjà 1 heure, mais je trouve ça important de parler de ça ici. Oui. On voit vraiment tu en as parlé tantôt, une montée de la violence contre la communauté LGBTQ+, puis spécialement les femmes trans. Bon, aux États-Unis, entre autres, là, on veut faire reculer les droits des femmes trans. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Et moi, ça me fait peur, tout ça. J'imagine que toi aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Puis bon, moi, je le sais, mais est-ce que tu es capable de verbaliser ça un peu pour les gens qui... Pas vraiment, malheureusement. Je suis vraiment pas expert dans tout ce qui est politique. I mean, je lis beaucoup, mais c'est difficile de faire la thèse sur ça. Mais je dirais que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un mouvement. Et c'est pas juste envers les femmes trans, c'est envers les femmes cisgenres. On voit le recul sur les droits exacts. Comme, c'est fou. Et pour moi, à la base, ça revient à une vision de la droite qui veut juste à la base enlever la liberté de chacun de vivre la vie qu'il veut vivre, you know? Parce que je pense que c'est vraiment en fonction, en service, peut-être c'est comme un peu trop philosophique, mais en service du capitalisme, comme il y a de moins en moins d'enfants. Parce que la vie est tellement chère aussi. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui veut remettre les choses dans les valeurs familiales, d'une vision droite, chrétienne, bla, 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 pour comme juste to keep people control. C'est une question de contrôle. Et quand on voit des personnes qui sont trans ou non vivre une liberté dans leur vie, c'est confrontant. C'est confrontant, you know? And I mean, I don't know, c'est tellement d'informations de comme faire un sommaire facile, mais moi, je trouve qu'à la base, c'est un mouvement de contrôle. Et justement, à l'occasion de la journée de la visibilité trans, se fait une vidéo que j'ai adorée, qui est devenue virale sur Instagram, entre autres, où puis on va terminer avec ça parce que je trouve que c'est une belle façon de terminer, où tu expliques à quel point c'est important d'avoir des alliés. Oui. Et à quel point l'importance sincèrement, une des choses qu'on n'en ait plus des alliés? Oui, parce que je trouve que ce que le droit fait très bien, c'est de créer des fausses narratives, mais qu'il répète et qu'il répète et qu'il répète, que ça devient très efficace. Que les mesdames et messieurs de tout le monde qui sont peut-être pas the most media literate people peuvent facilement tomber sous l'influence de ces messages-là. You know, like, malheureusement, la fausse information, it spreads so quickly et c'est puissant. Ils sont très bons à créer des narratifs et de faire convaincre le monde de ces narratifs-là. Comme
la narrative de comme dire qu'il y a un danger que les drag queens racontent des histoires à des enfants. Mais ils ont créé cette fausse narrative, mais ils l'ont créée comme d'une manière qui est quand même puissante. Ben oui. You know, parce qu'ils savent aussi, on crée un peur pour les enfants du monde. Là, c'est facile. Ils vont croire n'importe quoi parce que les parents veulent juste protéger leur enfant. So, c'est facile. On peut créer une narrative autour de ça parce que le vouloir des parents de protéger leur enfant, ça va leur permettre de croire à n'importe quoi. Ben, ils sont dans la vulnérabilité, ça, c'est sûr. Exact. Mais c'est ça qui me fait peur. Je veux vraiment que les alliés... C'est pour ça qu'on a besoin des alliés, c'est ça. Et je veux tellement que les alliés, comme, gardent leurs pieds sur terre. You know, do not fall for these narratives. Même les narratifs que J.K. Rowling et tous les TERF essaient de, comme, convaincre du monde que les personnes trans sont dangereux, que si tu retrouves dans une salle de bain avec une personne trans, t'es en danger. Dans quel monde? You know, parce qu'ils veulent créer la narrative que les personnes trans sont vraiment juste, ou les femmes trans sont juste des hommes en déguise. Excuse me, mais quand est-ce que les hommes avaient besoin de se déguiser en femme pour te agacer ou, you know, te violer ou peu importe? Jamais. Les hommes vont faire ce que les hommes veulent faire avec impunité. So what the F are you talking about? Puis comment on fait pour être une bonne alliée? Mais c'est ça, pour moi, la chose la plus importante, c'est sur un plan individuel et c'est d'en occuper du monde autour de toi. So, you know, quand t'es dans un, you know, a family gathering et que le chum de ta sœur est en train de, comme, mentionner ces trucs-là, et je dis pas, c'est pas une question d'être militante non plus, because that never works anyway, but juste de, comme, keep everybody's feet on... Quand moi, même ma mère, you know, elle peut voir quelque chose sur Facebook, elle m'appelle, elle me dit ce qu'elle a vu, and she's like, est-ce que c'est vrai? I'm like, non, c'est pas vrai du tout, et je l'explique, and that's it. Heureusement, j'ai une mère qui comprend, but je trouve que c'est vraiment chacun de nos responsabilités d'avoir et de continuer d'avoir ces conversations-là, parce que, encore une fois, la fausse information, ça voyage et ça se partage très rapidement. Donc, tu sais, parce que souvent, on me la pose la question aussi à moi, comment on fait pour être un bon allié? Moi, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce qu'on dirait que je suis entourée tellement de personnes ouvertes. Et, mais oui, moi aussi. Mais, puis tu me la poses souvent, cette question-là, est-ce que je suis une bonne alliée? Comment je peux faire pour être une meilleure alliée? Et je trouve que tu l'expliques bien, ça part dans ta vie de tous les jours à quand tu vois quelque chose qui est pas correct de le dire. Exact. Ça, c'est la chose la plus importante. Et à partir de ce moment-là, tu sais, être allié, ça veut pas dire non plus faire une manifestation dans la rue, là. Non, on aimerait ça aussi. On aimerait ça aussi. Il y a vraiment des différentes dimensions. Mais je pense que en ce moment, pour moi, anyway, de la façon que je le vois, parce que, you know, j'ai des conversations avec du monde, comme un de mes amis me dit comme elle le voit dans son entourage que maintenant, et c'est des personnes intelligentes, mais que ces narratifs-là commencent à entrer. Ouais, c'est fou, hein. Et c'est ça qui me fait très peur. So, c'est pour ça que pour moi, si j'ai un message, c'est vraiment de juste, s'il vous plaît, like, gardez ton intelligence, you know? Like, tous ces narratifs-là sont pas basés sur aucun fait, aucune réalité, aucune science, rien. Rien. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, elle est disponible toujours sur ton Instagram. Oui. Et je vous invite à aller la voir parce que c'est très bien expliqué. Pertinent. Et c'est pertinent. Et c'est vraiment comme, c'est pas compliqué non plus, comme la seule chose à retenir, c'est que les personnes queer ou les personnes de peu importe que ce soit une communauté marginalisée à cause de leur race ou peu importe, comme les personnes qui sont différentes que toi sont pas une menace. Les minorités sont pas une menace à ton sécurité. Et la réalité, c'est que c'est l'inverse. C'est nos vies à nous qui sont toujours en danger. Alors, l'idée qu'on est un danger à vous est juste illogique. Amen. Drop the mic. Drop the mic. Ça termine bien cet épisode-là. Et je trouve que c'est parfaitement... Tu peux pas l'expliquer mieux que ça. On peut te suivre où? Et là, tu as parlé tantôt, une nouvelle tournée, tout ça. Explique-nous, là, qu'est-ce qui se passe, là? Les gens qui finissent cet épisode et qui sont fans de Trana Wintour maintenant. Bon, salut. Hello! C'est ça, alors. En ce moment, il y a 2 dates. Le 27 mai à Sherbrooke. Oui.
Et le 7 juin, si je me trompe pas, au festival Dr. Mobilo Aquafest, ça sera au Théâtre Fermant, ici à Montréal. Ça, c'est les 2 dates pour l'instant, mais il y en a plein qui sera annoncé bientôt. Et c'est ça, tout est sur mon site web, tranawinter.com, Instagram. Et pour ma version The Most Unhinged, tu peux me suivre sur Twitter. I love it. Si tu veux me voir, si vous voulez me voir comme en tabarnak. Oui, j'adore ça, moi. Vous pouvez me voir sur Twitter. J'adore. J'adore, mais moi, je suis un fan de Twitter aussi. Oui, je sais. C'est la chaos totale, mais c'est quand même... Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes informations et moi, je suis tellement de monde qui ont vraiment une vision très claire de ce qui se passe, qui sont capables de comme articuler les enjeux importants en ce moment. So, il y a quand même du bon sur Twitter aussi. Vraiment. Et merci beaucoup, Rana Wintour. Merci à vous deux. C'était tellement fun. Ça a passé trop vite. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci. Bye.